à tous, Franck Capuçon, chargé de mission Habitat pour la station de la Plagne. Je vous remercie de participer à ce 4e webinaire de la Maison des propriétaires de la Plagne avec nos intervenants qui vont se présenter, qui sont Arthur de Roglaud pour Airbnb et Charles de Montvalier, qui est le président de l'association des agences immobilières de la Plagne, qui sont tous les deux des spécialistes de la location de courte durée et qui vont nous livrer leurs analyses et leurs visions concernant les grandes tendances de la location saisonnière et de l'impact des grands événements sportifs. Je les remercie particulièrement tous les deux de bien vouloir participer à cet échange et de nous donner un peu de leur temps pour nous faire partager leur expertise sur ces thèmes. Pour rappel, notre maison des propriétaires a été créée il y a maintenant 1 an et demi de la volonté des 3 communes des supports de la station de la Plagne, qui sont la Plagne tarentaise, Aime-la-Plagne et Champagny-en-Vanoise. Notre objectif avec la création de cette maison des propriétaires, c'est de créer un lien direct avec les propriétaires de la station pour les informer, pour les accompagner, pour les conseiller dans tout ce qui concerne la rénovation de leur résidence secondaire et la location de leur résidence secondaire, mais aussi de leur copropriété. On sait que la plupart de nos propriétaires ont des résidences secondaires qui sont éloignées et souvent ça peut leur paraître un peu compliqué, la location, la gestion, la rénovation. Donc le but, c'est de leur faciliter les démarches et de trouver des solutions qui correspondent au mieux à leurs attentes et à leur profil pour tout ce qui concerne la rénovation et la location. Notre maison des propriétaires est basée à Plaine-Centre. Pour ceux qui connaissent l'espace Plagnard, à côté de la Poste, à côté de la bibliothèque. Je suis ouvert et présent tout l'hiver à la maison des propriétaires et puis également 3 matinées du mois de mai au mois de novembre. Donc n'hésitez pas quand vous êtes dans la station à passer me voir et à me demander des conseils. N'hésitez pas également par mail et par téléphone. J'ai beaucoup de contacts en intersaison et de demandes, voilà, des gens qui demandent comment je peux trouver un charpentier, comment je peux faire ma fenêtre. Donc le but, c'est vraiment de faciliter la démarche pour les propriétaires. Notre maison des propriétaires est complétée depuis maintenant décembre dernier, ça fait 9 mois, par la version digitalisée de la maison des propriétaires avec un site internet où je vous invite à vous inscrire puisqu'il y a un paquet d'informations intéressantes. Thomas va vous détailler un petit peu tout ce qu'on fait sur notre site. Voilà, moi je vous dis, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous parce que peut-être qu'il y a des thèmes qui vous intéressent, mais peut-être qu'il y a des thèmes qui vous intéressent moins. Mais si vous ne louez pas, si votre appartement par exemple, il est déjà en bon état, n'hésitez pas à en parler à vos voisins dans vos copropriétés, n'hésitez pas à en parler à vos amis dans la station, de manière à ce que s'ils ont besoin d'interlocuteurs pour la rénovation et pour la location, ils viennent me voir et moi je pourrais les renseigner du mieux que je peux en tout cas. Voilà, je vais passer la parole à Thomas et je vous dis pour ma part à bientôt à la Plagne. N'hésitez pas à passer à la maison des propriétaires pour me rencontrer. Merci beaucoup, Franck. Alors, moi, je suis Thomas Mongrandi, je suis gérant de Phase B et du refuge du loueur. J'ai l'honneur d'animer ce webinaire aujourd'hui avec Arthur et Charles. En 2 mots, pour vous parler d'abord du refuge du loueur, je vais vous présenter. Le refuge du loueur, c'est justement la maison des propriétaires digitalisés dont parlait Franck à l'instant. Qui est un site internet, média, une sorte de refuge dans lequel vous pouvez trouver un certain nombre de services pour vous aider à piloter, à gérer votre bien à distance. J'essaie de vous partager, ils sont gentils, s'ils partagent, c'est pas très grave. Donc le site, de toute façon, on vous le mettra dans le chat, l'adresse du refuge du loueur, c'est www.laplagne.lerefugeduloueur.fr. Vous y retrouvez des articles mensuels qui vous sont envoyés par un newsletter avec des bonnes pratiques sur la gestion, la rénovation, des rendez-vous à ces webinaires, il y en a 4 par an, avec des thèmes comme la rénovation énergétique, la fiscalité des meublés, aujourd'hui les grandes tendances de la location saisonnière. Vous avez également une assistance de vie travaux qui vous permet d'obtenir des devis plus rapidement, un annuaire des professionnels avec des agences immobilières, des architectes, des charpentiers, des menuisiers, enfin, tout ce qui est nécessaire pour vous
permettre de gérer votre bien à distance, ainsi qu'un certain nombre d'outils, par exemple, comme la déclaration des taxes d'habitation ou les grilles de classement des meublés de tourisme. Voilà, tout ce qui peut vous aider à gérer votre bien. Parce que le constat, il est simple, c'est que dans des stations touristiques, à la mer comme à la montagne, on a 80% de résidences secondaires. Si ces résidences secondaires ne sont aujourd'hui pas mises en location ou pas en cas d'être mises en location, c'est la station entière qui je sais pas, mais moi, excusez-moi, mais perd les bénéfices justement d'avoir un parc immobilier attractif. Voilà. Excusez-moi, j'ai dû valider un déplacement de dernière minute, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit autour de moi. Voilà. Donc ça, c'est pour le refuge du loueur. Donc inscrivez-vous. Aujourd'hui, il y a 370 propriétaires inscrits. Des informations utiles. On espère qu'il y en aura beaucoup plus dans les semaines et les mois à venir. Ensuite, phase B. Donc, phase B, c'est une autre solution qu'on gère, qui est une solution de rénovation dédiée à la résidence secondaire, à la location secondaire. Donc, l'objectif étant de vous apporter une solution clé en main pour valoriser votre bien et faire en sorte qu'il soit mieux loué pour la suite. Voilà pour le refuge du loueur et phase B. Donc, aujourd'hui, on a la chance de recevoir donc, Arthur de Roglaude, qui s'occupe du marché montagne, notamment chez Airbnb, et Charles de Montvalier, qui est le président de l'association des agences immobilières de la Plagne. Bienvenue à vous, Arthur et Charles. Et Arthur et Charles, après s'être présentés, vont nous parler aujourd'hui des grandes tendances de la location saisonnière sur le marché national et local et l'impact des grands événements sportifs. Merci Arthur, merci Charles d'être là. Arthur, je vais commencer par vous poser une question un petit peu sur la vision que peut avoir Airbnb. Il est mieux qu'Airbnb pour avoir une vision nationale sur les grandes tendances du marché de la location saisonnière en France. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des constats que vous faites, vous, voilà, sur l'évolution de l'offre au national et sur le marché montagne? Bien sûr. Enchanté tout le monde. Moi, c'est donc Arthur de Roglaude. Je m'occupe d'accompagner les autres professionnels sur Airbnb pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, merci Thomas et Franck pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Comme ça, ce sera plus visuel. Je vais vous partager quelques chiffres. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? Ouais, Bon pour vous? c'est bon. Parfait. OK. Donc, dans un premier temps, on va regarder un petit peu les tendances de marché en France. Puis ensuite, on fera évidemment un zoom sur les Alpes. Et puis, dans un deuxième temps, plus tard dans le webinaire, on regardera un petit peu quel a été l'impact d'un grand événement sportif comme les Jeux Olympiques sur le marché de la location. Maintenant, si on regarde un petit peu quelle est l'évolution de l'offre et de la demande en France. Bon, là, je parle d'Airbnb, mais ça reflète assez bien le secteur globalement. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail, qu'est-ce qu'on constate? Il y a eu 3 grandes phases depuis 2022, des phases qu'on connaît tous. Donc, en gros, il y a trois grandes tendances qui se démarquent. Ce graphique, il illustre vraiment l'évolution de l'offre et de la demande, donc de notre côté Airbnb. Donc, pour rappel, l'offre, la ligne bleue, c'est pour nous, l'offre, c'est donc les logements, les annonces disponibles, et la demande, ce sont les voyageurs. Donc là, si on regarde de manière chronologique, on voit clairement les effets de la période Covid, avec un arrêt net tout à gauche. Puis ensuite, il y a eu une belle croissance, forcément, qui s'est ensuite relâchée. Donc là, on regarde le tableau, on regarde vers le milieu. Une croissance qui s'est relâchée, à l'inverse de l'offre, qui elle a connu une belle croissance entre 2023 et 2024. Donc là, on est sur le milieu du graphique. Et donc, nous, notre challenge chez Airbnb, c'était la nécessité de retrouver justement une belle croissance de l'offre pour pouvoir remplir tous ces nombreux et nouveaux logements sur la plateforme. Et depuis le dernier trimestre de 2024, on retrouve une tendance qui est excellente puisque la croissance de la demande dépasse désormais largement celle de l'offre. Donc, on espère que cette tendance va continuer dans cette direction. 5 temps forts pour les voyageurs. Donc, cette demande, ces voyageurs, à quel moment est-ce qu'ils sont le plus nombreux à voyager? Sans grande surprise, on remarque 5 temps forts pour les voyageurs français, donc pendant les vacances scolaires, forcément. Ça représente 50% des nuitées réservées en 2024. Donc l'année dernière, les données pour 2000, alors, ça c'est que des données pour 2024, parce qu'il nous fallait une année complète, forcément.
mais les données de 2025 qu'on est en train de voir pour le moment sont corrélées à ça. De toute façon, il n'y a pas de vraie surprise là-dessus. En gros, chaque marché a forcément ses temps forts. Je ne me suis pas attardé sur les marchés côtiers et autres. On fait vraiment un focus sur la montagne. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on s'aperçoit, en fait, on a mis en surbrillance la courbe de la montagne. Les courbes grises, ce sont les autres régions. Donc, les grandes villes, c'est Paris, c'est les villes côtières, etc. Donc là, on s'aperçoit donc en mettant en surbrillance cette courbe que la tendance est alignée avec le reste des régions sur l'année, mais que mine de rien, la région surperforme le reste du pays pour les fêtes de fin d'année, là on le voit à gauche, et les vacances d'hiver, sans surprise. Mais on est également très bien placé en été, puisqu'on arrive en deuxième position, juste après le marché côtier. Donc là, on le voit au milieu. La courbe rouge, hein, pour rappel, c'est la montagne. Donc ça, c'est vraiment un nouveau temps fort. Enfin, nouveau, c'est marqué depuis quelques années, mais c'est un temps fort qui est vraiment souligné cette saison d'été versus les autres saisons. Donc ça, il fallait le mettre en avant. Hop. Au fur et à mesure, si vous avez des questions en ce qui concerne Airbnb, j'ai mes acolytes qui sont dans le chat qui pourront y répondre sans problème. Le profil des voyageurs. Donc ici, vous avez la répartition. On a vu la répartition des types de séjours par temps fort. Et ce qui ressort ici, donc, qui a été entouré en rouge, sont les segments des voyageurs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les segments duo ou famille sont vraiment prédominants dans la région. Et cet été, ça a été vraiment le gros segment dominant, alors que ce n'était pas forcément le cas les années précédentes. Toujours sur le profil des voyageurs, on connaît à peu près d'où viennent les voyageurs en France et dans la région, mais rapidement, ça nous montre un petit peu quelles sont les origines des voyageurs en France en 2025. En numéro 1, les Français. Donc, on le savait peut-être, mais en tout cas, le chiffre est quand même assez parlant. C'est 76% des voyageurs français qui voyagent en France, suivi des Américains, 4,5%, donc ils sont quand même bien loin derrière. Et puis anglais, en dernier, en troisième position, les Anglais et les Allemands, qui sont nos voyageurs habituels. Hop. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il en est des délais de réservation. Ils sont plus courts qu'en 2023. Pareil, hein, là, on compare 2024 à 2023 parce qu'il nous fallait une année complète. Ce que vous montre le graphique, c'est en fait le délai entre le jour où le voyageur réserve son séjour et le jour où il arrive. Donc, par exemple, si on regarde un séjour de 1 à 2 semaines, au milieu, le 8 à 14, les réservations se font environ 2 mois et demi en amont avant d'arriver sur place. Et ces délais de réservation, ils sont de plus en plus courts. Comparant 2024 à 2023, ils diminuent en moyenne de 2 jours d'une année sur l'autre. Et c'était déjà le cas entre 2023 et 2022. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Là, c'est juste un récap un petit peu plus, pour le rendre de manière un peu plus visuelle, mais en gros, rapide aperçu par région. Donc, en moyenne, pour les villes, les réservations se font 35 jours en amont, 49 jours en amont pour les zones côtières et 56 jours pour la montagne. J'ai une deuxième partie après sur laquelle on va s'attarder un petit peu plus sur la montagne, donc on rentrera dans le détail juste après. Plus de 60% des réservations pour juillet et août de cet été sont effectuées entre juin et août. Donc ici, le point important, c'est que 60% des résas se sont faites un petit peu au dernier moment de cet été. Il y a une vraie tendance à la réservation de dernière minute pour la période, ce qui, dans un sens, est un challenge d'un point de vue prévisionnel, autant pour les loueurs que pour nous, plateforme. Mais d'un autre côté, on sait aussi qu'on peut compter sur ces réservations tardives pour remplir les calendriers. Donc, c'est aussi un élément qui peut nous perturber dans nos prévisions annuelles, mais on sait qu'on peut toujours compter sur ces réservations de dernière minute, puisque ça, on le constate cet été, mais on le constate aussi les étés précédents, et c'est de plus en plus marqué. Maintenant, faisons un zoom sur les Alpes. Alors, les données, elles regroupent les données pour les quatre zones qui sont Haute-Savoie, Savoie, Isère et Hautes-Alpes, pour information. Et on va commencer par un bilan de l'été. Hop. Et ici, vous avez le nombre de nuits occupées, avec à gauche le mois de juillet et à droite le mois d'août.
La ligne rouge représente toujours la ligne de l'année 2025, 2024 en rose pâle et 2023 en gris. Donc, ce que ça montre ici très clairement, c'est que le mois d'août a été très performant. Plus performant d'ailleurs que le mois de l'été 2024, qui déjà été une très belle année pour Airbnb en montagne. Il y a eu 11% du nombre de nuitées cette année versus 2024. Et là, j'en parlais tout à l'heure, des réservations un petit peu dernière minute. Mais en gros, c'est quasi similaire à 2024. La tendance vraiment va à l'augmentation de la résa dernière minute, en tout cas en ce qui concerne l'été, dans les Alpes. Ici, ce qui ressort nettement, c'est que 70% quasiment des réservations de l'été se sont faites entre 2 à 30 jours avant le début du séjour du voyageur, alors que 30% des réservations, à peu près, avaient été faites de manière anticipée entre 1 à plus de 6 mois en amont. Vous avez le découpage à gauche, mais en gros, c'est des parties rouges et roses qu'il faut regarder, qui sont les plus marquées. Donc, si on rentre encore plus dans le détail, ici, ce que j'ai mis en avant, c'est que 50% des réservations du mois de juillet ont été effectuées au mois même de juillet ou de juin. Donc, c'est vraiment de la dernière minute. Et 48% des réservations du mois d'août ont été effectuées au mois de juillet et même au mois d'août. Donc, ça rejoint ce que je disais avant. Il y a vraiment cette tendance de réservation de dernière minute, en tout cas pour l'été, qui est très marquée. Ici, si on regarde les durées de séjour, 50% de ces séjours étaient des séjours de 3 à 7 nuits. Donc là, on le voit sur les colonnes de droite. Ce qu'on retrouve donc en haut du classement en durée de séjour, c'est les séjours de 3 à 4 nuits, comme en 2024 d'ailleurs, pour cet été. Et en deuxième position, les très courts séjours de 1 nuit, eux passent de la 4e à la 2e position. Alors, c'est des tendances de voyageurs qui sont marquées. On sait que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal, en tout cas sur la partie gestion et opérationnelle pour les loueurs. Mais en tout cas, c'est un fait. Alors, ici, on s'est amusé à comparer un petit peu la région en la scindant en 3 grandes zones qui sont la montagne, donc station, à prendre avec des pincettes parce que ces stations et communes vraiment à proximité, les lacs, donc un exemple serait par exemple autour du lac d'Annecy, et enfin les villes, donc Chambéry et les autres grandes villes des Alpes. Donc en gros, qu'est-ce qui en ressort? La montagne à la côte, en hiver comme en été, avec 42% des nuits effectuées en 2024 qui ont été effectuées l'été. Donc ça, c'est une tendance aussi à la hausse. Ce que ça traduit comme information, c'est que les Français continuent de privilégier les destinations rurales pour leurs vacances d'été. Ils sont attirés par la possibilité de se ressourcer en plein air, pratiquer des activités sportives. Ça, c'est aussi quelque chose que nous, on a cherché à pousser à travers différentes initiatives marketing et de communication. Et d'ailleurs, chez Airbnb, pour info, on observe une croissance de plus de 20% des recherches pour des destinations situées à la campagne ou en zone rurale pour l'été. Et pour information également, parmi les destinations les plus recherchées cet été, sans grande surprise, figuraient de nombreuses communes étapes du Tour de France, dont la Plagne faisait partie. Et je ne sais pas si vous saviez d'ailleurs, mais on a une étude qui ressort un petit peu les destinations françaises les plus tendances chaque année par saison. Et donc pour l'été 2025, en numéro 1 était la Plagne tarentaise, grâce notamment forcément, entre autres, aux étapes du Tour de France. En ce qui concerne l'offre, donc pour rappel, l'offre chez nous, ce sont les annonces actives. Environ 7% de nouvelles annonces dans les Alpes cet été par rapport à l'an passé. Donc il y a une croissance, mais un léger ralentissement, parce que si on compare 2023 à 2024 sur la même période, l'augmentation était de 9%. Alors ça, j'étais obligé de le mentionner parce que c'est quelque chose qui est très important chez Airbnb. Mais si on regarde un petit peu les éléments déclencheurs de décision d'achat chez un voyageur sur une plateforme comme Airbnb en tout cas, en gros, pour terminer un peu ce bilan, ce qui est à noter, c'est que les annonces et la qualité des annonces est plus que jamais au cœur de la décision d'achat pour les voyageurs. On sait qu'en moyenne, chez Airbnb, quand une personne fait une recherche de logement, donc elle va taper la Plagne pour telle période à telle période, en gros, elle regarde les résultats de recherche et elle va ouvrir 7 onglets.
parmi ces 7 onglets, il y a forcément des éléments différenciants qui vont faire pencher la balance dans son choix. Ça va être les photos, la description, les équipements disponibles, mais surtout la qualité qui est vraiment devenue un élément différenciant, puisque 76% des réservations dans votre région concernent des annonces dont la note était de plus de 4,7 sur 5. Donc, on constate qu'une annonce dont la note est de 4,7 ou plus génère environ plus de 10 à 15% de taux de conversion versus des annonces dont la note est inférieure. Et on estime à plus de 56% les chances qu'un voyageur réserve à nouveau dans ce même logement si le séjour a été de bonne qualité. Donc, je termine cette partie avec un chiffre d'une étude interne, mais en gros, 65% de toutes les réservations Airbnb dans le monde concernent des annonces qui ont 80% d'avis, enfin de notes 5 étoiles. Donc, ça reflète vraiment bien cette tendance. Et je vais terminer ma partie avec les prévisions pour l'hiver 2026 qui se dessinent un petit peu en ce moment, ce que nous, on voit pour l'hiver qui arrive. La saison hivernale s'annonce prometteuse et familiale. Donc, on a 8% d'augmentation des réservations en partant d'un comparatif avec la même période, donc en ce moment versus 2024. Période déjà à laquelle l'augmentation par rapport entre 2024 à 2023 était déjà de 24%. Donc, en fait, si on compare 2025 en ce moment à 2023, on a 32% d'augmentation des réservations. Donc, ce qui montre que la montagne continue de vraiment attirer de plus en plus de voyageurs en ce qui concerne Airbnb en tout cas. On a 36% des réservations actuelles qui concernent des séjours pour les vacances d'hiver 2026. C'est en train de se jouer en ce moment. Avec une nette croissance, on l'a vu avant, mais du segment famille. Donc, on était sur une augmentation de 54% des réservations de ce segment famille en 2024 par rapport à 2023. Et la tendance est donc en train de se confirmer cette année. Donc, en conclusion, nos recommandations en tout cas côté Airbnb, pour l'hiver 2026, c'est, si ce n'est pas déjà fait, d'ouvrir les calendriers pour les 6 prochains mois parce que ça joue vraiment en ce moment et ça d'ailleurs a été clé pour la même période l'été dernier. Et vraiment essayer de saisir un petit peu ce gros pic de demande qu'on a en ce moment et qui devrait arriver chez vous pour l'hiver. Une augmentation du nombre de voyageurs, forcément, se reflète sur le prix de la nuitée. Donc, on a 14% par rapport à 2024 du prix de la nuitée. Donc, ce qu'il faut en retirer tout ça, c'est en gros, il faut penser à faire évoluer constamment. On en reparlera un petit peu après dans l'impact des événements sportifs, mais vraiment l'importance de faire évoluer constamment les offres et tarifs. Le marché est très mouvant. Être compétitif, vous le savez mieux que tout le monde, mais être compétitif, ça ne veut pas dire forcément afficher un prix au rabais. Souvent, quand on parle de prix, nous, avec des autres, que ce soit des particuliers ou des professionnels, parfois on nous dit qu'on a, voilà, on les a, enfin, ils ont souvent l'impression qu'on est en train de leur dire un petit peu de baisser leurs tarifs, etc., pour être de plus en plus compétitifs et générer un maximum de réservations, mais ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on met en avant, c'est vraiment le fait de s'aligner au marché, parce que c'est ça qui fait mouche, tout simplement. Un prix rabaissé ne veut pas dire que c'est un prix intéressant. Un prix intéressant, compétitif, c'est un prix qui est aligné à la réalité du marché. Et enfin, nous, ce qu'on conseille aussi, c'est toujours de tester, dans la mesure du possible, des promotions pendant les périodes plus calmes. Forcément, on sait que début décembre ou des périodes comme janvier, en dehors des vacances, sont des périodes plus calmes. Donc, nous, on incite vraiment aussi à essayer de mettre en avant par différents leviers la partie tarif pour ressortir un petit peu du lot. Et tout ça dans l'idée. Alors, on sait qu'un tourisme 4 saisons complet, c'est encore aujourd'hui difficile, en ce qui concerne la montagne, mais en tout cas, il y a des petits leviers ici et là qui permettent de maximiser en tout cas les réservations durant ces périodes un petit peu plus creuses. Et enfin, les opportunités liées aux durées de séjour. Donc, comme on peut le voir ici sur ce graphique, les durées de séjour sont vraiment diverses et variées sur une plateforme comme la nôtre. Donc, pareil que pour le prix ici, ce que nous, on met en avant, c'est le fait de la nécessité vraiment d'être flexible sur les durées de séjour. C'est ça aussi qui permet de capter une demande. On a une demande qui est, donc, quand je dis demande voyageur, on a une demande de voyageurs qui, donc, on l'a vu au travers des slides, mais qui recherche toujours plus de flexibilité. Alors, ça nécessite aussi un côté loueur de s'adapter, mais cette flexibilité, on la retrouve sur la partie tarif, on la retrouve sur la partie durée de séjour. On sait qu'à la montagne, c'est du 1 semaine.
en tout cas en ce qui concerne les vacances. Alors, ça est en train de changer un petit peu, ça ne va pas se bousculer du jour au lendemain, mais en tout cas pour d'autres périodes, on l'a vu pour l'été, des périodes où les voyageurs recherchent des séjours un petit peu plus courts. Donc là, vraiment, la flexibilité, elle est au cœur de la décision d'achat aussi pour ces voyageurs. J'en ai fini avec ma partie tendance. J'ai essayé de respecter un petit peu le timing. J'espère, Thomas, que je suis dans les temps. Je vais arrêter de partager. Je te rends la main. On est dans les temps. Merci, merci Arthur. Merci pour ces enseignements. Donc, ce que je retiens, moi, c'est qu'effectivement, l'hiver continue de performer et de surperformer. Par contre, il voit une grosse croissance sur l'été, avec la nécessité, effectivement, d'ouvrir de plus en plus tôt sur l'hiver, parce qu'on voit que ça permet de comporter les taux d'occupation, puisque avec une réservation bien en amont. Par contre, une demande de flexibilité et de réservation de dernière minute sur l'été qui croît fortement. Et surtout ce point sur la qualité, effectivement, qualité d'annonce, mais qui dit qualité d'annonce, c'est derrière avoir un prix d'appartement, parce que c'est pas juste la photo, c'est derrière le produit qui est vendu. Donc merci pour ces points-là. Est-ce que Charles, de ton côté, sur la Plagne, en tant que président de l'association des agences immobilières de la Plagne, tu constates des tendances identiques et au niveau de l'offre, c'est-à-dire finalement les appartements disponibles sur la Plagne ou de la demande, tu vois des points et des challenges qui sont assez spécifiques à la Plagne également. Alors bonjour à tous, donc Charles de Montvaillé, je suis agent immobilier à La Plagne et également président de l'association des agences immobilières de La Plagne. Alors je ne vous ai pas préparé des beaux graphiques comme Arthur, je suis désolé. Je vais essayer de recentrer un petit peu le débat sur La Plagne et sur de ramener un petit peu les tendances que Airbnb nous a présentées pour les adapter au marché de La Plagne. Le marché de la montagne dans sa globalité est très diverse et donc il est compliqué d'y appliquer des tendances nationales aussi vraiment aussi facilement. Donc pour faire un petit point sur la demande à La Plagne est en constante hausse depuis maintenant la fin des années Covid. On est reparti après le Covid très bien et ça s'est confirmé sur les saisons d'après. Donc aujourd'hui, le taux d'occupation de la station est en constante augmentation. On ressent depuis entre l'année dernière et l'hiver qui s'est fini cette année et l'hiver d'avant une stabilité un petit peu sur le marché, mais malgré tout, ça reste des chiffres qui sont très très bons. On est à plus de 70% de remplissage sur la station de La Plagne sur l'intégralité de l'hiver, avec un pic, une saison qui est très concentrée sur la période 20 décembre, 20 mars, où là, on frôle les 90% de remplissage moyen sur cette période-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a aussi beaucoup de mouvements de clientèle. Donc aujourd'hui, La Plagne est une station, entre guillemets, la station grand domaine, avec un domaine skiable de grande taille, la plus abordable au niveau pour la clientèle, et avec une variété de villages, de stations, d'ambiance et d'hébergement qui est sans aucune comparaison avec aucune autre station des Alpes françaises. On a cette qualité, il faut jouer là-dessus, sur le fait d'être en capacité de parler à plusieurs clientèles, aussi bien pour de la clientèle village dans les stations de basse altitude et la clientèle qui cherche plutôt des stations d'altitude pour avoir de la neige garantie. Donc, comme je vous disais, une saison très très dense, ce qui effectivement limite malheureusement la possibilité de faire, pas limite la possibilité de faire des courts séjours, mais aujourd'hui, quand on a des taux d'occupation qui frôlent les 90%, 80% en janvier, entre guillemets, se priver d'une
d'une réservation de 7 jours pour en faire une de 3 jours, c'est un petit peu compliqué. Donc, le conseil que moi, je pourrais donner aux propriétaires, c'est d'être réactif. On a de la demande pour du court séjour, mais plutôt en dernière minute. Donc, de garder vraiment de la flexibilité, mais de l'adapter au jour le jour, entre guillemets, sur les 10-15 jours qui précèdent les périodes éventuellement qui ne seraient pas louées pour pouvoir ouvrir des courts séjours à ce moment-là. Le samedi, malheureusement, tout le monde aimerait bien en faire changer la clientèle au vu des difficultés de circulation pour avoir de la location en dimanche. Malheureusement, aujourd'hui, 97% de nos clients nous demandent du samedi au samedi. Et c'est une problématique qu'on a aujourd'hui. Proposer des séjours décalés, ça peut fonctionner. Il y a d'autres problématiques qui rentrent en ligne de compte, telles que les cours de ski qui ne sont pas décalés. Si le séjour est décalé, les cours de ski restent. Départ dimanche qui se finissent le vendredi. Donc c'est toute une politique à l'échelle d'une station qu'il faut regarder pour pouvoir proposer des séjours décalés. On a une évolution de la clientèle. On en reparlera un petit peu plus tard sur la clientèle qu'on a eue cet été pour le Tour de France, qui a été assez spécifique, une clientèle qu'on n'a pas connue avant, dont on n'avait pas l'habitude. On a une évolution de la clientèle avec, comme je le disais plus tôt, on récupère une clientèle aussi d'autres stations qui sont devenues inabordables pour certains clients, notamment Val d'Isère, notamment Méribel, notamment Val Thorens, qui sont les 3 stations aujourd'hui qui, Courchevel, les clients de Courchevel ne viendront pas forcément à la Plagne, mais sur les clients qui sont habitués à des grands domaines que sont les Trois-Vallées ou l'espace Kili, l'alternative de la Plagne est plutôt une bonne alternative. Donc on récupère une clientèle qui n'avait pas forcément l'habitude de venir à la Plagne, qui vient chez nous parce que ils retrouvent une qualité de ski qui est similaire à ce qu'ils peuvent avoir sur l'espace Kili ou sur les Trois-Vallées, et qui cherchent quelque chose qui soit un petit peu moins onéreux que ce qu'ils peuvent trouver dans ces stations-là. Ce qui ne veut pas dire moins onéreux, ça ne veut pas dire moindre qualité. C'est une clientèle qui est vraiment à la recherche d'hébergements de qualité, d'hébergements qui soient non seulement en bon état, mais avec des services où le détail, avec le soin du détail. Donc, c'est voilà, des petites choses qui peuvent être mises en place. Ce n'est pas forcément des grands équipements. Ils ne sont pas tous à la recherche d'un jacuzzi, d'avoir un sauna, un hammam et ainsi de suite. Mais un accès Internet aujourd'hui, c'est indispensable dans un hébergement pour la location. Un accès Internet, je dis bien compris dans le prix de la location, bien entendu. Tout ce qui est équipement de cuisine, qualité de la literie, voilà, c'est des choses qui sont beaucoup, qui sont très importantes pour la clientèle qu'on a de manière générale et pour la clientèle en particulier qu'on récupère ces dernières années venant d'autres stations un peu plus haut de gamme. Et ils cherchent aussi du tout compris. Donc, du tout compris dans le sens, pas avec de la restauration, mais d'avoir la capacité d'avoir accès à des services de réservation forfait, remise sur les forfaits, remise sur la location de matériel et ainsi de suite. Donc, ces choses-là, c'est devenu la norme aujourd'hui de notre clientèle, en fait. Petit à petit, c'est une clientèle qui recherche de plus en plus à avoir un interlocuteur qui lui permette de faire l'intégralité de son séjour, de programmer son séjour
On sait que les vacances à la montagne, c'est pas nécessairement les vacances les plus simples à organiser. On vient pour une semaine, il y a pas mal de stress en général sur la route, des conditions climatiques qui peuvent être compliquées. Donc, les clients aujourd'hui cherchent vraiment à se simplifier la vie en ayant accès à un interlocuteur qui puisse les conseiller sur l'intégralité de leur séjour. Que vous dire de plus? Au niveau des hébergements sur la station, donc il y a eu depuis une vingtaine d'années un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place d'aide à la rénovation dans un premier temps, de classement aujourd'hui par les équipes de l'Office du tourisme. C'est quelque chose qui est assez apprécié par la clientèle. Ça leur permet d'avoir un comparatif assez simple entre logements et ne pas se baser uniquement sur des visuels ou sur un descriptif. On a eu depuis 5 ans à peu près un gros turnover dans les propriétaires. Peut-être beaucoup de propriétaires qui sont connectés aujourd'hui, qui sont de nouveaux propriétaires. Et donc, ce changement de propriétaire a généré souvent énormément de rénovations. On a eu des grosses vagues de rénovation dans les appartements. On reste aujourd'hui sur un parc qui est très vaste et très disparate entre les niveaux de rénovation et d'équipement. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Rénovation pour une clientèle, comme je vous disais, qui est pointilleuse et qui recherche vraiment des choses sympas à louer, on va dire. Ça ne veut pas dire forcément du marbre au mur et du chêne au sol ou l'inverse. C'est des produits qui soient solides, qui se présentent bien, qui soient jolis. Voilà. Donc c'est le détail comment dire, la décoration, le détail le détail, le soin du propriétaire qui sera apprécié par les clients. Et enfin, pour revenir un petit peu sur ce que disait Arthur sur les tendances pour l'hiver prochain, on a également, nous, de notre côté, une tendance à la hausse. Donc, on est à peu près sur les mêmes taux de hausse que Airbnb, que Arthur nous a présenté, entre 8 et 10% sur les réservations. À savoir que de manière globale, à fin septembre, on a fait à peu près la moitié du chemin, entre 40 et 50% des réservations. Donc, c'est très bien d'avoir une hausse à cette période de l'année. Il faut la maintenir. C'est toujours délicat à cette période de l'année de se dire est-ce que c'est des nouveaux clients ou est-ce que c'est juste de l'avance sur des réservations qu'on avait eues l'année dernière. Donc, on a cette année des périodes pour l'hiver à venir qui vont être compliquées. On a une semaine, notamment la première semaine des vacances de février, qui est une semaine de vacances scolaires des locaux avec les Bordelais et une partie du sud de la France. C'est une semaine, on sait qu'elle va être compliquée à remplir. On est sur la plus petite zone de skieurs de France. Hein. Il faut se garder en tête qu'aujourd'hui, notre clientèle principale, elle vient de l'arc ouest, nord, est de la France. C'est la fameuse zone B qui est la plus grosse porteuse au niveau de journées de ski, en tout cas à la Plagne. On a une clientèle parisienne qui est aussi importante, mais la plus grosse zone, c'est vraiment tout l'arc qui passe de la Loire-Atlantique par les Hauts-de-France jusqu'au Rhin et au Bas-Rhin. Donc, cette clientèle-là, cette année, elle vient sur les 2 semaines centrales de février, plus toutes les clientèles européennes. Donc, on va avoir 15 jours du 15 décembre au 14 décembre au 28 décembre, 14 février, excusez-moi, au 28 février, qui vont être 2 semaines extrêmement chargées, où on a toute l'Europe en vacances, la plus grosse zone de vacances française, et sur cette deuxième-là, du 21 au 28 février, on a également Paris.
Donc, effectivement, ça va être 2 semaines très, très chargées. Cependant, voilà, la première semaine avant, du 7 au 14 février, et la dernière semaine sera assez bonne, mais un peu moins bonne pour nous. Merci Je sais pas. Charles. Oui, Pardon. Oui, j'allais notre finir. J'allais anecdote. dire que j'allais finir. Non, désolé, je me permets qu'on déborde un petit peu. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Vous avez vraiment complété la vision nationale et on va dire plus régionale sur la montagne. Je voudrais passer à la deuxième partie de ce webinaire. Alors désolé, j'ai dû changer d'écouteur. Je pense qu'on entend un peu plus le brouhaha autour, donc je vais essayer de pas parler longtemps. On sort des Jeux de Paris qui ont eu lieu donc en 2024 avec beaucoup d'enseignements. On a la chance d'avoir les JO 2030 qui dessinent avec notamment des étapes qui seront pour sûr prévues à la Plagne en attendant d'avoir les cartes complètes des épreuves. Qu'est-ce qu'on peut attendre au vu de l'enseignement des JO de Paris? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme impact sur la Plagne avec les JO d'hiver, sachant que bon, bah, c'est pas la même clientèle, c'est pas la même typologie, mais je pense qu'il y a des enseignements dont Airbnb peut être très bien placé pour nous parler justement, puisque je crois que vous étiez un des sponsors principaux et un gros acteur de ces événements. Je te passe la Ouais, parole. ouais, merci. Je vais repartager mon écran du coup. Hop. Donc oui, effectivement, on va parcourir l'impact d'un événement sportif majeur comme forcément les Jeux Olympiques, hein, c'était l'année dernière. Ce qu'il faut, alors forcément en 2030, on ne sait pas encore exactement comment ça va se dessiner. Déjà d'un point de vue marché et contexte, mais aussi parce que Airbnb, donc on est toujours sponsor, partenaire officiel des Jeux Olympiques aujourd'hui. Pour l'instant, on ne l'est pas pour 2030 parce que c'est des contrats qui ont une date de début et de fin, forcément. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui si on sera sponsor ou pas des Jeux 2030. Ce n'est pas du tout moi qui gère cette partie-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut regarder ensemble, c'est un petit peu quels ont été les enseignements d'un tel événement. Donc forcément, on va regarder beaucoup de chiffres qui sont liés à Paris, mais pas que, parce que c'est aussi un événement comme ça permet aussi de rayonner un petit peu sur les régions limitrophes, mais aussi sur le reste de la France. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, j'aime le dire, Airbnb, c'est aujourd'hui encore un partenaire mondial des Jeux Olympiques. Donc, on a travaillé étroitement avec le COJO. Le COJO, c'est le comité d'organisation des JO avec pour objectif de faire briller Paris et la France à l'échelle mondiale et travailler aussi ensemble pour proposer un maximum d'options de logement aux visiteurs nombreux pendant cette période. Donc, en quelques chiffres, alors, 2030, ce sera les Jeux d'hiver, hein, vous le savez, donc on ne s'attend pas à avoir les mêmes chiffres. En tout cas, ça permet un petit peu de donner des éléments de contexte. Donc, en gros, 1,7 million de touristes sont venus à Paris pendant les JO. 26 millions de touristes français sont venus en Île-de-France, où se déroulait la majorité des épreuves. Il y a 12 millions de tickets vendus. Et alors ça, c'est plus anecdotique, mais il y a 50% de la population mondiale qui a visionné les JO. Donc là, on en parlera après, mais en termes de rayonnement, ce n'est pas uniquement les personnes qui vont se déplacer et venir dans votre région, mais c'est aussi le rayonnement à travers les médias à l'échelle mondiale. C'est vraiment un projecteur sur votre région. Et ce rayonnement, ce n'est pas du ponctuel, on le verra après, mais la région en bénéficiera sur le moyen terme. Il y a environ 500 000 voyageurs qui ont séjourné dans des logements loués via un Airbnb pendant les Jeux Olympiques. Donc, un demi-million, c'est vraiment colossal, principalement dans les villes comme Paris, Marseille, mais aussi dans les régions environnantes. Et après les Jeux, 10% des voyageurs ayant utilisé Airbnb ont prolongé leur séjour ailleurs en France. Donc, 10% des 500 000. Là, pareil, c'est un peu anecdotique, mais en tant que partenaire, nous, forcément, on a eu des initiatives marketing nombreuses. Donc ça, c'est un échantillon. Je vous le mets parce que, encore une fois, je ne sais pas si on sera partenaire en 2030 ou pas. Ce n'est pas de mon ressort, mais si vous voulez vous projeter un peu, si jamais c'était le cas, c'est un petit peu le type d'initiative qu'on a mis en place. Donc, c'est énormément de médias en ligne, du digital, de la télévision, de la presse, mais pas que.
il y a aussi eu beaucoup de campagnes qui sont faites dans les gares, en fait tous les endroits qui sont empruntés par les voyageurs pendant cette période, dans les métros qui conduisent aux événements, etc. Il y a eu vraiment un énorme investissement côté marketing, beaucoup d'initiatives de l'autre côté. Pardon, je vous parle de ça, mais je ne vous ai pas passé la slide. Ça, c'est le offline qu'on a réalisé dans les gares, par exemple. L'offre de logement. Donc, d'un point de vue offre, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, le mix de couverture médiatique et des efforts marketing, donc là, on vient d'en voir un échantillon, quelques exemples, ont permis d'atteindre une croissance vraiment exponentielle du nombre de logements avec 114% par rapport à 2023, bien au-delà de l'objectif qu'on s'était fixé. Il y a eu 20% des Parisiens qui avaient pour intention de mettre leur logement sur Airbnb pendant la période des JO. Donc un tel événement, forcément, ça apporte énormément de demandes, mais ça apporte, et heureusement d'ailleurs, énormément d'offres. Et vous l'avez vu, on l'a tous vu, c'était un petit peu le feuilleton de l'année. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les prix se sont très très vite envolés. Il y a eu beaucoup d'articles de presse, ça a été relayé partout, même pour nous, chez Airbnb. Nous, on ne contrôle pas les prix, forcément, on constate aussi un petit peu ce que font les autres en tant que plateforme. Donc, on peut les conseiller par rapport à la réalité du marché, mais en tout cas, les choses ont fait que les prix se sont très vite envolés pour finalement se stabiliser. Et finalement, entre juillet 2024, donc début des Jeux, et juillet 2023, où les gens commençaient à mettre leurs annonces en ligne en prévision des Jeux, finalement, on a une baisse de 40% du prix de la nuitée. Donc, en fait, les prix ont commencé à s'envoler à partir de 2 ans en amont. 2 ans avant les JO, les gens se sont dit peut-être un truc à faire, on va essayer de gonfler un peu les prix et voir comment ça prend. Et en fait, 2 ans avant, l'offre, le nombre de logements disponibles n'était pas encore suffisante pour accueillir le nombre de voyageurs, les 500 000 auxquels on s'attendait. Donc forcément, il y a un petit peu ce truc de moi j'ai mon logement disponible, je suis en plein dans tel quartier de Paris. C'est une opportunité de mettre un prix élevé parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix et les gens sont obligés de se loger. Voilà, donc jusqu'à 1 an avant les JO, les prix étaient encore exorbitants. Et plus on avançait dans le temps, plus on a commencé à retrouver un équilibre offre-demande un peu plus sain et ça a commencé à se stabiliser. Et finalement, malgré cette demande, donc le nombre de voyageurs en explosion, les prix de location se sont finalement, en fait, ils sont restés finalement raisonnables en raison de l'augmentation de l'offre. Donc, c'est le fait que énormément de logements se soient mis à disposition des voyageurs qui a fait que ça a un petit peu régulé le marché. En contrepartie, un élément qu'il faut garder en tête, c'est que toutes ces réservations à des prix démesurés en amont ont forcément engendré énormément d'annulations côté voyageurs. Donc ça, c'est aussi un truc auquel il faut s'attendre, notamment en janvier, puis en avril. Donc les personnes qui ont été les plus ambitieuses, un peu trop ambitieuses sur leur stratégie tarifaire, sont souvent retrouvées avec des annulations, à tel point en fin de compte que Airbnb, d'ailleurs, c'est resté l'option la plus économique du marché, finalement. Résultat des courses, après tout l'emballage médiatique, en fait, on se rend compte que c'était le plus économique. Donc, ceux qui ont gardé des prix élevés jusqu'à la fin en pensant pouvoir bénéficier de tout ce trafic, s'en sont un petit peu mordus les doigts. Il y a beaucoup de logements aussi qui sont restés sans réservation, puisque le prix est resté élevé jusqu'à la dernière minute, et puis ça n'a pas pris. J'en parlais un petit peu avant, mais le rayonnement sur l'ensemble du territoire, donc à l'échelle de la France, il y a eu un véritable rayonnement. On a eu des estimations d'un cabinet spécialisé qui expliquait que lorsqu'il y a un tel événement majeur, les effets positifs sur le tourisme dans la région, donc là la région en l'occurrence, c'est pas Paris-Île-de-France, mais c'est la France, font effet jusqu'à 5 ans après l'événement. Donc j'en parle un petit peu en introduction, mais pour vous, localement, les Jeux d'hiver 2030, on estime que l'impact, la visibilité à l'échelle mondiale aura un impact fort sur les environ 5 années qui découleront de l'événement. Chaque marché aura bénéficié du rayonnement de ces Jeux olympiques. Donc nous, on a regardé un petit peu les chiffres sur différentes zones, différentes villes qui ont accueilli de près ou de loin les Jeux. Il y a eu une augmentation partout, dans toutes les grandes villes en tout cas.
Si on regarde un petit peu avec le même découpage tout à l'heure, encore une fois, et Charles l'a très bien rappelé tout à l'heure, c'est très grossier, hein, parce que on parle vraiment d'hyper local, hein, quand on parle, vous le savez mieux que moi, mais quand on parle de stations, de tendances, etc., c'est tellement varié. En tout cas, nous, on a fait un découpage un peu grossier, hein, pour voir un petit peu l'impact global que ça a. Donc, 10% en moyenne sur les villes en France, 14% en montagne, finalement, les Alpes. Donc là, je parle de Haute-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes. C'est la zone géographique qui a le plus bénéficié. Alors, c'est des estimations, on pense que c'est en grande partie lié aux Jeux Olympiques, mais du rayonnement des Jeux. Et enfin, les côtes à 10%. Ça, c'est en termes d'augmentation de nuits réservées sur ces zones-là. Et voilà, petite anecdote, mais Lille était la grande gagnante des Jeux Olympiques parce qu'elle avait une double casquette. C'était une ville qui accueillait des épreuves, qui finalement aussi était très proche de Paris. Je trouve que c'est très rapide en transport de se rendre de Paris à Lille. Donc, ça a été la ville qui a le plus bénéficié de l'essor des Jeux. Et des villes comme Marseille, Nice, Bordeaux ont enregistré aussi des fortes hausses de demande, alors que c'était déjà des chiffres qui étaient assez historiques. Donc ça a été très intéressant pour ces communes. Augmentation du nombre de nuits réservées en France. Alors, il y a beaucoup de chiffres, on n'est pas obligé de tout regarder, mais en gros, ce qu'il faut voir ici, c'est que sur la période des Jeux, donc ce sera pareil pour vous en 2030, juillet, ce ne sera pas la même période, mais en tout cas sur une période condensée, qui pour Paris a été l'été, on constate qu'en montagne, il y a eu aussi 20% enfin 20 à 24% d'augmentation de nuits réservées, je vais y arriver. Et pareil pour les autres zones géographiques. En termes de durée de séjour, donc toujours pendant la période des Jeux Olympiques, ici ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu 79% des réservations pour des séjours entre 1 et 4 nuits. Donc ça, je pense, Charles sera mieux placé pour en parler, mais peut-être qu'il y aura aussi un moment cette nécessité. On parle du séjour de cette nuit, samedi, mais est-ce que vous, c'est une question ouverte, hein, mais est-ce que vous, à ce moment-là, il faudra peut-être aussi revoir de quelle manière vous allez pouvoir accueillir ces voyageurs qui ne sont pas les mêmes voyageurs que pendant des vacances scolaires et qui, du coup, n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes habitudes, et ce ne sera pas forcément du 7 jours. Donc, question ouverte. D'ailleurs, je serais personnellement curieux de savoir un petit peu quelle sera l'approche après. Et donc, en conclusion, donc là, vraiment, casquette Airbnb, nous, les grands éléments qui ressortent, hein, qui sont une évidence, c'est d'opter pour une stratégie tarifaire mesurée. Donc, il y aura, je pense, peut-être à moindre échelle, parce que maintenant, on sait comment ça se passe, mais il y aura un engouement médiatique forcément autour des Jeux, autour de l'accueil. Donc, garder une stratégie tarifaire mesurée sera clé pour ne pas se retrouver avec ce qu'on a vu, des annulations à dernière minute, des logements qui restent vacants. Ce serait dommage pendant une période si forte. Rendre les logements disponibles le plus tôt possible. Donc là, 2 ans avant les Jeux Olympiques, on commençait à recevoir des réservations. Les gens avaient peur de se retrouver sans logement, donc ils voulaient assurer. Parce qu'il faut se dire aussi que ce n'est pas uniquement des voyageurs qui veulent assister aux épreuves. Il y a toutes les équipes de tous les pays, c'est du staff, c'est les sponsors. Enfin, vraiment, il y a toute une machine derrière. Et ces personnes-là, il faut les loger à proximité des événements. Donc, on ne peut pas les loger à 2 heures de... Surtout quand il y a aussi cette contrainte d'accessibilité en station. On ne peut pas les loger à 2 heures de l'événement quand ils doivent y être régulièrement, plusieurs fois par jour. Et la flexibilité, j'ai ma petite question ouverte que j'ai posée juste avant. Comment est-ce qu'on peut s'adapter aussi? Ça va être un vrai sujet dans les Alpes pour 2030. Et enfin, obligé de reparler de la qualité, mais là, on l'a constaté encore une fois. Ça a été un levier absolument majeur aussi dans la décision finale des voyageurs. Il faut se dire aussi que ça peut provoquer aussi beaucoup de mauvaises expériences. Là, on parlait avant des prix exorbitants. À Paris, il y a des studios on ne peut plus basiques, pas forcément bien entretenus, sombres. Voilà, des gens en ont profité, ils ont mis des prix exorbitants qui étaient loués, en tout cas au départ, hein, parfois ils ont été annulés, mais qui étaient loués à des prix pas de chambre de palace, mais presque. Hein. Et du coup, le voyageur, quand il paye des montants comme ça, qu'il arrive sur place, même s'il a vu des photos et qu'il n'y a pas de savon, qu'il n'y a pas de serviettes, que c'est des draps, qu'on voit que on dort chez quelqu'un qui a laissé son appartement pour le week-end, qui a encore des affaires dans les placards, quand on a payé 700 € la nuit, forcément, il y a de quoi être déçu. Et donc, même s'il est prévenu, entre guillemets, en voyant les photos, il y a aussi ce truc d'impact aussi sur la note des logements qui reste. Et donc, c'est important aussi de mesurer un petit peu tout ça
pour avoir une vision un peu plus long terme et surtout que ça n'impacte pas de manière négative l'expérience des voyageurs. Voilà pour dans les grandes lignes, les enseignements qu'on a, alors très résumés, hein, mais des Jeux Olympiques. Je te rends la parole, Thomas. Merci beaucoup, Arthur. J'ai envie de dire sur la stratégie tarifaire, vous avez beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le marché de la location saisonnière, hein, que ce soit au niveau de votre agence immobilière ou des acteurs spécialisés dans le revenu management qui peuvent vous accompagner. La location saisonnière, c'est un secteur qui se professionnalise et le revenu management, c'est pas nouveau, ça existe dans l'hôtellerie, dans l'aérien depuis très longtemps et ça permet d'éviter des erreurs puisque vous avez beaucoup de sociétés qui vous permettent de suivre les tendances d'évolution et de vous dire quel est le bon prix. Voilà, on ne fait pas qu'au feeling, le prix, c'est une vraie presque science. Donc, avant de passer la main à Charles, je voulais effectivement vous passer cette information parce qu'il y a des conseils pour vous aider à positionner le bon prix et vous assurer un bon remplissage. Charles, du coup, toi, avec une vision plus locale sur le marché de la Plagne, à la sortie justement de l'étape du Tour qui a eu lieu à la Plagne, l'arrivée du Tour de France aussi cet été. Alors, j'ai envie de dire, avec le recul des JO d'Albertville, ça fait quand même pas mal de temps, donc beaucoup de choses ont changé. Mais comment tu analyses effectivement l'arrivée des JO 2030 et quels sont les défis auxquels vous devez faire face justement pour assurer que cet événement soit une réussite pour tout le monde? Ouais, alors le recul des JO de 92, effectivement, il est un peu, voilà. Il y a quand même quelques petits le souvenir que j'en ai, en revanche, c'est que la station était vide pour les JO de 92. On avait plus fait fuir la clientèle habituelle qui venait à la montagne et la clientèle qui était venue pour les JO ne l'avait pas remplacée à ce moment-là. Et ça va être quelque chose sur lequel il va falloir être très, très attentif. C'est-à-dire qu'on va être sur une clientèle effectivement qui va venir pour regarder les épreuves, mais on a aussi une clientèle qui va pas du tout être intéressée par les Jeux Olympiques, ou en tout cas pas par les épreuves, mais peut-être par l'esprit olympique, par l'ambiance. Donc il faudra que tout ça soit comment dire, assez mesuré. Il faudrait plutôt se baser effectivement j'ai vu un commentaire de Lorraine Herrero sur les championnats du monde de ski qui se sont passés il y a à Courchevel l'année dernière et à Val d'Isère il y a quelques années, pour voir effectivement l'impact d'événements comme ceci. Le Tour de France, écoutez, ça a été une bonne chose. On a eu pas mal de monde sur 2 jours en moyenne à peu près. On n'a pas fait le plein, mais on a fait l'équivalent en quelques jours d'une belle semaine d'hiver. Donc c'était plutôt une bonne chose. Les clients sont venus sur 1 ou 2 jours. On a une clientèle un petit peu très hétéroclite, avec pas mal de Nord-Américains, où on s'est aperçu qu'on n'a pas aujourd'hui les hébergements qu'on a sont pour très peu adaptés à cette clientèle-là, qui a des exigences particulières au niveau surface. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la clientèle a plutôt tendance à nous demander plus grand pour moins de gens, pour moins de personnes. Là où on logeait 4 personnes il y a encore quelques années, aujourd'hui, on en est à 2. Donc voilà, on a plutôt dans cette tendance-là. Et je pense que ça va s'accélérer, notamment avec l'internationalisation de la clientèle. Les Jeux Olympiques d'hiver ne sont absolument pas comparables avec les Jeux Olympiques d'été. Pas forcément par leur impact et par leur universalité, mais parce qu'on est sur des sites qui sont très éclatés. Aujourd'hui, on va quand même aller de Nice jusqu'au Grand Bornand en passant par Serre-Chevalier. Donc, on n'aura pas la concentration de spectateurs qu'on a pu avoir à Paris cette année, l'année dernière plutôt. Donc, la demande, elle va être très étalée sur l'ensemble des stations
qui vont accueillir les Jeux Olympiques. Et malheureusement, bon, c'est comme ça. La Plagne va accueillir le bobsleigh, c'est une très bonne chose. On a une belle piste qu'il faut faire vivre et qui vit très bien. Mais on n'est pas non plus sur l'événement central des Jeux Olympiques d'hiver 2030. Ça ne veut pas dire que la Plagne ne va pas bénéficier de la visibilité, de la notoriété des Jeux Olympiques. Et c'est vraiment là-dessus que les Jeux Olympiques vont avoir un impact. C'est apporter de la notoriété. On va entendre parler de la Plagne pendant des mois et des mois et des mois avant les épreuves, pendant les épreuves et après. Donc ça va avoir un impact sur la notoriété globale de la station. Et donc c'est une très bonne chose. Si je regarde un petit peu les dates des Jeux Olympiques 2030, ça va être la première quinzaine de février, si ça ne bouge pas. C'est plutôt une bonne chose, puisqu'on va éviter au moins sur la première partie des épreuves les vacances scolaires. Donc, au niveau de la gestion de clientèle, on devrait avoir un peu moins de problématiques avec les grosses périodes dont je vous parlais plus tôt sur les périodes globales, centrales de février. Au niveau des prix, effectivement, je rejoins Arthur. Il y a aussi une histoire de crédibilité. Alors, elle est plus importante peut-être pour un professionnel comme je le suis que pour des propriétaires qui louent leur appartement. On ne peut pas se permettre de jouer avec notre clientèle en montant les prix de manière délirante sur cette période-là. Effectivement, il y a les Jeux Olympiques. Effectivement, c'est un très bel événement, mais on doit être mesuré vraiment mesuré sur les prix. Les prix, comme tu le disais, Thomas, c'est le yield management. Nous, ça fait 30 ans qu'on travaille nos prix en remettant les événements qu'il y a eu avant, en voyant les vacances scolaires françaises, étrangères. C'est un travail qu'on fait tous les ans, qu'on affine, sur lequel on passe plusieurs dizaines d'heures, si ce n'est pas plus, pour vraiment travailler les prix, affiner les prix pour l'année, les périodes à venir. Donc, il faut rester mesuré sur ce qu'on peut demander à la clientèle. Après, sur les logements, comme je disais juste avant, on est sur une tendance depuis quelques années à moins de personnes dans plus d'espace. Je pense que cette tendance va continuer à augmenter. Et donc, ce que je peux conseiller aux clients, c'est à nos propriétaires qui sont là, c'est plutôt que de vouloir entasser des lits dans un logement, faites les choses bien, un bel espace pour un nombre de clients réduit. Ce sera aussi bien pour votre logement qui souffrira moins, parce que quand vous mettez plus de monde dans un logement, forcément il souffre. Et ça ne voudra pas dire que vous pourrez le louer moins cher, vous pourrez le louer au même prix, mais avec des prestations de meilleure qualité. C'est à peu près ce que j'avais à dire sur l'impact des événements sportifs. Merci beaucoup, Charles. Faire attention à ne pas vouloir remplacer notre clientèle traditionnelle, qui est la clientèle fidèle. Il ne faut pas oublier que le meilleur moyen pour un propriétaire ou pour un professionnel de continuer et d'avoir une stabilité dans son activité ou dans ses revenus, c'est de fidéliser sa clientèle. Si c'est augmenter les prix pour faire un one-shot et avoir un client effectivement qui va payer 1 000 € la nuit, mais pour se décrédibiliser auprès de ses clients habituels, c'est un mauvais calcul. Oui, on décrédibilise son logement, on décrédibilise la région et on décrédibilise aussi l'image, faut pas l'oublier, du pays aussi, quoi. Enfin, en disant, voilà, on se gave, alors qu'en fait, voilà, on fait de l'accueil, c'est aussi le juste équilibre entre le prix vendu et l'expérience vécue. Et plus on augmente le prix, plus l'exigence va être haute. D'ailleurs, sur ce point de vue qualité, fidélisation, effectivement, il suffit pas de faire des jolies photos, il faut se poser les bonnes questions, le nombre de logements, comment j'aménage mon appartement, quelle chose je peux faire, et ça nécessite souvent un peu une réflexion, une préparation en amont. Je me permets d'insister juste sur un point, c'est que finalement les JO c'est dans 4 ans. 4 ans c'est court.
On a notamment dans les stations de montagne un déficit avec une tension artisanale très forte, avec souvent des entreprises qui sont prises un an, voire parfois un peu plus en avance. Donc, moi, si je pouvais vous donner un conseil là-dessus, c'est anticiper. Anticiper pour ne pas lancer des réflexions et préparer votre logement l'année d'avant, notamment parce que l'intersaison d'avant les JO, déjà, beaucoup d'accès vont être bloqués et beaucoup d'entreprises seront sollicitées. Donc, finalement, il ne reste plus que 3 saisons et donc, il faut anticiper. Même si l'impact ne sera pas immédiat peut-être pendant les épreuves sur la Plagne, il aura un impact de toute manière sur l'occupation à moyen terme. Et donc, autant profiter de cette visibilité pour redonner un peu de dynamique à l'hébergement qui est un pilier central de l'offre de la Plagne. Merci beaucoup Charles et merci beaucoup Arthur. On passe aux questions-réponses. Si vous avez des questions à poser à Arthur ou Charles, si vous êtes propriétaire ou professionnel de la location saisonnière sur la Plagne ou ailleurs, c'est le moment. Je vais activer, en attendant que j'active justement la possibilité de poser des questions en live, vous pouvez les écrire, hop là, vous pouvez les écrire dans le chat. Franck, pendant que j'active, si jamais tu vois des questions, je veux bien que tu puisses les poser. Alors, j'autorise, hop là, la caméra et le micro. Tac. Vous pouvez normalement activer votre caméra et votre micro si vous souhaitez poser une question. Vous avez un petit icône aussi, lever la main s'il y a des questions qui sont en train d'être répondues. Auquel, voilà, si vous voulez poser votre question ensuite. Alors, bonjour, Virginie. Pas une question. Mais alors, il y avait une question tout à l'heure de Lorraine Herrero. Charles, tu y as un peu déjà répondu, mais effectivement, il faut comparer avec des événements peut-être plus récents qui sont les événements de Courchevel-Méribel. Est-ce que vous avez, vous, entendu, sans avoir des données précises, l'impact de ces grands événements sur la Coupe du Monde de ski, sur Courchevel-Méribel? Est-ce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on sait si ça fait fuir au moment de l'événement ou si finalement ça remplit à ce moment et c'est un effet plutôt à moyen terme qui a eu lieu? Alors, j'ai pas trop d'informations sur ceux de Courchevel-Méribel. J'en ai un peu plus sur ceux qui avaient eu lieu à Val d'Isère il y a quelques années. On était dans les années 2017-2018, je crois. Mais encore une fois, c'est un impact, c'est vraiment différent. Ce qui a été vu à Val d'Isère, c'est que le fait de la nécessité de loger sur un petit espace, les journalistes, les équipes et ainsi de suite, ont fait que ces gens-là ont pris la place de clients classiques. Et donc, ils se retrouvaient avec un déficit d'activité sur cette période-là. Okay. La Plagne est un peu différent au niveau de sa structure. Il faudra voir après comment ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est assez délicat, encore une fois, de comparer les événements et les périodes. Et les sports en plus, parce qu'on est sur des sports, même si on est tous sur des sports olympiques, c'est des sports qui sont très différents les uns des autres. Merci Charles. J'étais la semaine dernière au 22e rencontre de la location saisonnière à Saint-Malo, organisée par la FNIM. G2A a fait une petite présentation pour parler notamment aussi du Tour de France. Ce qu'ils ont vu, c'est que le cumul des deux étapes, l'étape du Tour et l'arrivée, a déclenché des séjours plus longs, et ce qui a permis d'avoir une clientèle, d'avoir une hausse d'occupation et sur le plus long terme, puisque justement, Lorraine, vous dites que ça peut avoir un intérêt pour les loueurs de Champagne-Urbanoise, puisque vous avez constaté un accueil de voyageurs lors du Tour de France, et c'est vrai que à Courchevel, pardon, et c'est en tout cas une tendance qui a été constatée par G2A. Peut-être qu'on pourra, lors d'un prochain webinaire, leur demander des statistiques aussi, qui donnent une vision assez complète. J'ai une question de Virginie Maurice. Y a-t-il une tendance pour les stations de basse altitude, Montchavin, Champigny, Montalbert? Peut-être une tendance en termes de remplissage et de type d'offre. Est-ce que, Charles, il y a une différence entre
les niveaux bas et les niveaux hauts en termes de remplissage et de clientèle? Alors, il y a une différence effectivement de remplissage. À titre personnel, on est basé uniquement sur les stations d'altitude, donc c'est un peu plus compliqué pour moi de vous donner des informations très précises sur les stations de basse altitude. Lorraine pourrait en parler mieux que moi, je pense. En revanche, une chose est certaine, c'est que c'est des stations qui sont un peu plus impactées par l'enneigement, notamment sur le début de saison et la fin de saison. Donc, c'est des stations qui sont effectivement plus sensibles à ces sujets-là, où un manque d'enneigement en début de saison peut avoir un impact important sur le remplissage euh, de la saison dans son intégralité. Et après, on l'a vu effectivement pendant le Covid. Oui, il y a un impact d'enneigement, mais c'est vrai que si on regarde pendant le Covid, où finalement on n'allait plus à la montagne pour faire du ski, les stations de basse altitude, les stations villages, ont finalement été les mieux remplies, hein. Je pense à des exemples comme les Carreaux d'Arrache, comme Chamonix, c'est des stations qui affichaient complet, voilà, donc qui peuvent avoir une certaine résistance, notamment pour des stations plus villages, euh, s'il y a un effet neige qui se fait. Et peut-être, notamment l'été, alors j'ai pas les chiffres, mais quand on vient chercher plus de la montagne que du ski pur. Donc, mais bon, c'est des points, effectivement, à étudier. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être à Arthur sur Airbnb, sur, euh, ou à Charles sur le rôle des agences immobilières? C'est l'occasion. Si vous avez, ou si vous louez un appartement, c'est l'occasion de poser vos questions. N'hésitez pas à activer votre caméra ou à les poser dans le chat. Si on n'a pas de questions. Ah, une question de Ludovic Blanc. Comment arriver à bien se positionner en termes de tarifs selon la période? Y a-t-il des référentiels? Il est rare de voir des logements à prix cassé 450-550 € la semaine en 4 personnes sur janvier. Charles, Arthur, si vous souhaitez. Alors, je sais que Airbnb, ils ont un outil qui permet aux propriétaires de se voir un petit peu, en tout cas de se comparer avec la moyenne des, des, des autres propriétaires sur la période. Ce que je pourrais conseiller, c'est d'aller éventuellement regarder, de faire une étude de marché. Ce que nous, on fait en tant que professionnels, d'aller voir ce que font les autres professionnels, les autres personnes, d'essayer de se comparer. Il faut être lucide sur son bien. C'est vrai qu'il y a toujours un affect, hein, les propriétaires ont un affect avec leur bien et c'est tout à fait compréhensible. Il faut être lucide sur son bien et après essayer de se positionner dans une moyenne par rapport au marché qui est présent sur la station. Je peux me permettre, justement, il y a des outils pour vous aider à faire ça. Alors, en premier lieu, il y a votre agence immobilière qui quand même connaît bien le marché. Mais vous avez aussi des outils type RDNA, par exemple, ou Livango, qui sont des outils en ligne et qui vous permettent d'analyser le marché, de regarder quels sont les prix proposés, comment ils se positionnent, quel est le taux d'occupation. Voilà, il faut comprendre un peu quelles sont les mécaniques du revenu management, mais vous avez des données très accessibles et très bien expliquées sur ces sites-là. Et vous avez des opérateurs qui font exclusivement du revenu management. Je vais penser à J'affiche complet, par exemple, Beyond, enfin, voilà, pas mal d'articles de sociétés qui se spécialisent sur l'accompagnement dans le revenu management des propriétaires en location saisonnière. Donc, c'est un secteur qui bouge avec des outils qui bougent. Donc, n'hésitez pas justement à vous appuyer sur ces outils pour positionner les bons prix. On peut évidemment vous recommander des outils. Et je pense qu'Arthur, vous avez des outils, même partenaires, il me semble. Peut-être, je ne sais pas. À nous, c'est vrai qu'il y a l'outil dont parlait Charles. Cet outil, c'est pour se donner une idée un petit peu, mais ça reste quand même assez. C'est pas très précis. Ça prend vraiment pas en compte les particularités d'un bien par rapport à un autre. C'est plus pour voir un petit peu rapidement pour un logement à peu près similaire en termes de capacité sur votre zone, les prix qui sont pratiqués. On n'a pas vraiment de partenaire officiel. Nous, de toute façon, la majorité
mes partenaires à moi, les autres professionnels, travaillent avec des beyond pricing, des price labs. Je sais qu'il y a aussi des channel managers qui permettent de conseiller aussi sur la partie tarif. En tout cas, côté Airbnb, nous, ce qu'on conseille, si vous n'êtes pas en lien avec un outil de pricing dynamique, justement, c'est vraiment de faire de la veille, en fait. Faut aller voir un petit peu ce qui se fait dans votre région, aller comparer. Alors, c'est un peu de boulot, mais des logements similaires sur telle et telle période, puis surtout voir ce qui se loue en regardant les calendriers, parce que parfois on voit des prix, mais si le calendrier est ouvert toute l'année, c'est que ça ne se loue pas. Donc, il faut voir aussi ce qui est loué. Et puis, y aller aussi un petit peu, faire un peu de tests sur des périodes. Je le disais tout à l'heure, mais c'est important de vraiment essayer de faire évoluer le prix tout au long de l'année parce que voilà, la demande forcément n'est pas la même. Mais faire de la veille, je pense que c'est ce qu'il y a de plus, qui permet d'avoir le plus de visibilité sur la réalité du marché, spécifiquement dans votre zone géographique. Merci Arthur. Est-ce qu'il y aurait une ou deux dernières questions? Dans ce cas-là, on n'a plus de questions. On va conclure. Franck, est-ce que tu souhaites Non, conclure? simplement, moi je retiens 3 choses de notre webinaire. La première, j'ai un œil un peu extérieur. La première, c'est quand même la qualité des intervenants et de la pertinence de leurs informations à chaque fois dans nos webinaires. Donc, c'est important pour tous ceux qui participent de relayer aussi à leur niveau l'information de ces webinaires, de relayer le fait qu'ils peuvent les voir en replay, parce que sur chaque thème, on a quand même des gens qui sont là, que ce soit Arthur, que ce soit Charles, qui connaissent parfaitement leur domaine et qui peuvent vraiment apporter pas mal de conseils et d'informations aux propriétaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je retiens, c'est pas nouveau, c'est ce qui ressort, c'est toujours la qualité de l'hébergement. Donc, c'est aussi la raison d'être de la maison des propriétaires. Et vraiment, s'il y a un point sur lequel il faut qu'on insiste, c'est de veiller à toujours entretenir et à relever le niveau d'exigence des appartements et des gens qui louent leur logement. Et le troisième point, c'est le niveau de réservation qui, à date, si j'ai bien compris, est excellent. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose pour l'hiver prochain. Avec la neige qui arrive cette semaine, on a nos premières chutes. Donc, ça, c'est plutôt de bon augure pour notre prochaine saison. Merci Arthur, merci Charles. Donc, retrouvez toutes les informations sur le refuge du loueur, donc www.laplagne.lerefugeduloueur.fr. Vous y retrouverez le replay de cet événement d'ici une semaine environ. Vous retrouvez aussi les replays des anciens événements, notamment autour des sujets comme les impacts de la loi Le Meur, la fiscalité des meublés tourisme, la rénovation énergétique, qui sont des sujets au cœur de l'actualité d'un propriétaire de résidence secondaire ou de location saisonnière. Nous annoncerons aussi prochainement les prochains événements à venir avec les dates où vous pourrez vous inscrire. N'oubliez pas, pour la qualité, vous y retrouverez un certain nombre de solutions comme Phase B, comme d'autres architectes, comme des artisans qui peuvent vous accompagner pour passer à l'action et vous permettre de augmenter la qualité ou de louer votre bien avec les différentes agences immobilières de la Plagne. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à nous envoyer vos emails. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci.